Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme je vous l'ai promis, on va aujourd'hui aborder la suite et la deuxième partie donc de l'histoire de Tadej Pogačar. En effet, comme vous avez pu le suivre pour ceux qui suivent régulièrement le cyclisme, le week-end dernier, Tadej Pogačar a remporté pour la première fois de sa carrière, on espère pas la dernière, les championnats du monde. Et je vais donc vous retracer son histoire à compter du moment où il est tombé à partir de Liège-Bastogne-Liège en 2023 jusqu'à ces fameux championnats du monde. Allez, c'est parti. Malgré un début de saison superbe avec sa victoire sur le Tour des Flandres, puis l'Amstel Gold Race, puis la Flèche Wallonne, il s'est malheureusement blessé sur Liège-Bastogne-Liège où il se fait une fracture au scaphoïde, ce qui l'empêche de concourir pendant plus de 2 mois et donc de récupérer puis de s'entraîner, ce qui endommage fortement sa préparation pour le Tour de France 2023. Cependant, on le retrouve donc au championnat de Slovénie où il remporte aisément le contre-la-montre ainsi que la course en ligne. Pendant ce temps-là, Jonas Vingegaard, vainqueur l'année passée, a lui prouvé sur le route du Critérium de Dauphiné qu'il était capable de récidiver cette année-là et il s'annonce donc en grand favori face à un Pogačar qui est revanchard. Dès le début du Tour de France, les deux coureurs sont au coude à coude. En effet, au Pays Basque, aucune différence n'est faite entre les deux. C'est cependant lors de la 5e étape arrivant à la Reims après le difficile col de Marie-Blanque que Pogačar concède déjà 40 secondes à Jonas Vingegaard suite à une première défaillance. Cependant, ce dernier n'abandonne pas et le lendemain sur les routes de Côte-Récam basque, malgré un tempo mené d'enfer par la Jumbo-Visma dans le Tourmalet, il réussit à s'accrocher en compagnie de Jonas Vingegaard et Wout van Aert. Ils finiront par rattraper l'échappée et dans les pentes du camp basque, Tadej Pogačar placera une attaque impressionnante qui lui permettra de reprendre une trentaine de secondes à Jonas Vingegaard, lui permettant ainsi de revenir au contact du Danois. En effet, les arrivées au Puy-de-Dôme, puis au Betex et pour finir au bas de la descente du col de la Jouplane ne permettent aux deux coureurs de faire aucune différence. Même Tadej Pogačar se rapproche de Jonas Vingegaard. Cependant, arrive la deuxième journée de repos et le lendemain, le contre-la-montre fatidique de ce Tour de France 2023. Alors que le suspense régnait encore au bout des 2 semaines, le contre-la-montre vient tuer ce suspense. En effet, nous ne nous attendons pas à un tel revirement de situation. Jonas Vingegaard parvient à reléguer à plus d'1 minute 30 Tadej Pogačar qui lui finit deuxième avec également 1 minute 30 d'avance sur Wout van Aert, ce qui montre le niveau du Danois ce jour-là et vient donc enterrer les espoirs de Tadej Pogačar. Cet événement va venir affaiblir physiquement Tadej Pogačar mais également mentalement, ce qu'il fera lâcher le lendemain dans les pentes du col de la Loze le peloton et ainsi ses derniers espoirs de victoire finale. En effet, il perdra sur là plus de 6 minutes sur Jonas Vingegaard. Cependant, lors de la 20e étape, Pogačar veut quand même marquer encore le Tour de France malgré qu'il ne gagnera pas. Il remporte donc la 20e étape arrivant dans le Jura et clôture donc ce Tour de France avec 2 victoires d'étape et le maillot à blanc. Donc ce qui est quand même un bon résultat malgré le fait qu'il aurait aimé pouvoir gagner un 3e Tour de France. Il participera ensuite au championnat du monde de Glasgow, remporté par Mathieu Van Der Poel et terminera lui 3e derrière Wout van Aert. Il partira ensuite en Italie où il disputera de nombreuses courses en vue de préparer le Tour de Lombardie qu'il remportera pour la 3e fois consécutive, ce qui est il égale donc les records de Fausto Coppi et de d'autres coureurs. Cependant, on ne l'a pas vu non plus très dominant sur cette course, mais il parvient tout de même à réaliser cet exploit de gagner 3 fois d'affilée le Tour de Lombardie. Et c'est ainsi que s'achève sa saison 2023, donc marquée par de très grandes victoires, mais également une blessure et sa 2e place au Tour de France. Passons désormais à l'année de tous les records pour Tadej Pogačar, l'année 2024. En effet, il débute sa saison par les Strade-Bianche, une course qu'il affectionne tout particulièrement et décide de faire encore un grand numéro. En effet, la dernière fois qu'il a gagné les Strade-Bianche, il est parti à 50 km de l'arrivée dans le secteur de Santa Maria et cette fois-ci ce secteur est passé à 80 km. Pour rigoler, au départ il dit qu'il va faire la même chose et c'est bien ce qu'il fait. Il part à 80 km de l'arrivée, il ne sera revu par personne, terminant avec plus de 3 minutes d'avance sur ses concurrents. Il enchaîne ensuite avec Milan-San Remo, où après avoir fini 4ème l'an dernier, il finit 3ème derrière Michael Matthews et Jasper Philipsen, puis part au Tour de Catalogne, où il remporte 4 des 5 étapes,
C'est un record qui n'avait plus été fait depuis Peter Sagan en 2012 de gagner 4 étapes sur une course à étapes World Tour d'une semaine. Donc c'est quelque chose qui était déjà assez impressionnant. Il remporte donc bien sûr les 4 étapes plus le classement général. Il se dirige ensuite vers la Belgique et remporter son 6e monument qui est Liège-Bastogne-Liège. En effet, il recopie la stratégie mise en place par Remco Evenepoel l'an dernier et remporte aisément la victoire en partant à 30 km de l'arrivée. Donc 6e monument, tout comme Mathieu Van Der Poel qui en a gagné 6 juste 2 semaines avant en gagnant son 2e Paris-Roubaix. Puis il se dirige vers son premier objectif de la saison, celui de remporter pour la première fois le Tour d'Italie dès sa première participation. Donc il se présente certes avec un plateau face à lui de favori qui n'est pas le meilleur qu'on puisse retrouver, mais il y a de la concurrence et le parcours est moins dur, mais quand même exigeant. Malgré cela, Tadej Pogačar dicte sa loi et dès la 2e étape décroche le maillot rose qu'il ne lâchera plus jusqu'à la fin, ainsi que sa première victoire d'étape suivie de 5 autres. Donc il aura gagné 6 étapes, 20 jours avec le maillot rose et finira avec 10 minutes d'avance sur son dauphin qui était Daniel Felipe Martinez, un écart plus enregistré depuis plus de 40 ans sur les routes du Giro. Tadej Pogačar achève donc sa première partie de saison en ayant rempli quasiment tous les objectifs qu'il avait, si ce n'est remporter Milan-San Remo, mais on est sûr que ça arrivera un jour ou l'autre. Et donc il peut se permettre de faire une pause jusqu'au Tour de France. Donc il ne concourt pas jusqu'au Tour de France qui est le 2e objectif de sa saison. En effet, son but cette année-là était de faire le doublé Giro Tour de France. Le doublé n'ayant plus été réalisé depuis 26 ans après Marco Pantani. Il s'élance donc sur le Tour de France en tant que favori. En effet, 3 mois plus tôt, sur les routes du Tour du Pays Basque, de nombreux coureurs ont subi de lourdes chutes, notamment Jonas Vingegaard contraint de rester plus de 2 semaines à l'hôpital, mais également Primož Roglič ou Remco Evenepoel. Ce qui fait que Tadej Pogačar est le seul à ne pas être tombé et être également le plus en forme. Mais ça n'empêche pas Jonas Vingegaard de se montrer très très fort sur ce Tour de France. Et je vais donc vous raconter l'histoire de ce fameux Tour de France 2024. Dès les premières étapes du Tour de France en Italie, Tadej Pogačar montre qu'il est encore en grande forme et on s'aperçoit également que Jonas Vingegaard l'est car il arrive également à suivre le Slovène. Cependant, lors de la 4e étape, il lâche déjà 30 secondes sur le Slovène en lâchant à 500 mètres du sommet du Galibier. Le Slovène fera ensuite la descente à fond, lui permettant de reprendre plus de 30 secondes avec les bonifications. Pogačar se montre ensuite très calme jusqu'à l'étape des chemins blancs où il attaque de nombreuses fois en compagnie de Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard. Cependant, ce dernier ne veut pas relayer les deux coureurs et donc aucun écart n'est fait ce jour-là. Pogačar continue donc de mettre ensuite la pression sur Jonas Vingegaard lors de l'étape du Puy-Marie où tout d'abord il arrive à le lâcher et à lui prendre 40 secondes, sauf que dans la montée suivante, le Danois revient au contact du Slovène, mais ne parvient cependant pas à le lâcher. Il se joue donc la victoire au sprint, sur lequel Tadej Pogačar n'a jamais été battu par Jonas Vingegaard. Cependant, ce jour-là, suite à peut-être une fringale, ce que n'aura pas dit Tadej Pogačar, il s'est fait battre pour la première fois au sprint par Jonas Vingegaard, ce qui lui permet aux Danois de remporter une étape sur ce Tour de France et de réussir également, selon lui, son Tour de France après sa lourde chute. On pense donc ce jour-là que les courbes de forme des deux coureurs s'inversent et que Jonas Vingegaard va finir par prendre le dessus sur Tadej Pogačar et donc l'empêcher de gagner encore une fois un 3e Tour de France. Cependant, ceci n'est qu'une illusion car lors de la 14e et 15e étape arrivant respectivement au Plat d'Adé puis au plateau de Bay, Tadej Pogačar relègue tout d'abord Jonas Vingegaard à plus de 45 secondes puis le lendemain à plus d'1 minute 45, le laissant donc à 3 minutes à la sortie des Pyrénées et avant la dernière semaine de course qui s'annonce très difficile. Cependant, le Slovène ne laissera encore une fois aucune miette à Jonas Vingegaard et l'empêchera de remporter son 3e Tour de France. En ayant porté le maillot rose pendant 20 jours et le maillot jaune pendant 19 jours, il bat donc le record de Eddy Merckx étant établi à 37 maillots de leader portés sur une même saison, à 39. Donc c'est également un record qu'on peut noter. Maintenant, la saison de Tadej Pogačar n'est pas encore finie et malgré qu'il ne participe pas au JO suite au forfait de sa compagne, qui n'a pas été sélectionné par les entraîneurs slovènes, il décide donc lui de pas non plus participer au JO, de se reposer en vue des championnats du monde qui est le dernier objectif de sa saison, le dernier gros objectif et dont il espère pouvoir le remporter car le parcours est assez difficile à Zurich. Donc il se repose pendant plus d'1 mois, ne participant pas à la Vuelta et ne voulant pas essayer de faire le triplé. Et il se présente donc sur les routes de Zurich en étant le grand favori. Tadej Pogačar ce jour-là
Il décide de déjouer toutes les tactiques. En effet, se sentant acculé par tous ses adversaires, il décide d'attaquer à 100 km de l'arrivée et peut compter sur le soutien de Jan Tratnik qui est dans l'échappée devant lui pour le ramener sur l'échappée. Dans l'échappée, il peut également compter sur le soutien de Pavel Sivakov avec qui il va opérer jusqu'au kilomètre 50 où il le lâche donc dans ce passage de la fameuse bosse du parcours. Cette attaque qu'il qualifie lui-même de débile, voire suicidaire, lui a quand même permis de gagner les champions du monde car en effet derrière personne n'a souhaité le suivre à ce moment-là, ce qui a fait que les Belges comme les Néerlandais ont dû faire rouler toutes leurs équipes pendant plus de 2 ou 3 tours et donc s'épuiser. Et lorsqu'il n'y avait plus d'équipiers, c'est les leaders qui ont dû se battre entre eux mais n'étaient plus assez frais. Donc Mathieu Van Der Poel notamment ou Remco Evenepoel n'ont pas su faire la différence entre eux. Ce qui a fait que Tadej Pogačar a toujours réussi à garder une marge de sécurité de 40 secondes malgré le fait qu'il était très fatigué suite à son effort de 100 km. Et il a réussi à s'imposer en réalisant encore une fois un numéro dont seul lui a le secret. Il devient donc le 3e coureur après Stéphane Roche et Eddy Merckx à remporter Giro, Tour et Mondiaux. Et cependant, sa saison n'est pas encore terminée. On lui souhaite de pouvoir réussir encore une fois sur les routes du Tour de Lombardie pour pourquoi pas ne battre encore un record. Donc sur ce, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi et j'espère qu'elle vous plaira autant qu'elle a plu lors de la première partie. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.